que les gens n'ont pas lu les accords. Et puis, on comprend parce que bon, la première version, c'est en anglais et d'autres versions, peut-être c'est dans des langues étrangères, c'est pas en français, pas du tout, parce que le français, ça ne nous donne pas tous les détails. C'est là où quand même on se permet un tout petit peu dans la modestie de dire qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui dans ces accords. Et donc, aujourd'hui, le 26 juin 2025, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé les accords de paix. Et puis, sous la médiation des États-Unis en présence du secrétaire général des Nations Unies, celui-là, il s'appelle Marco Rubio, qui a été présent. Et maintenant, quels sont les points clés de ces accords-là? Le premier point, c'est la cessation des hostilités et le respect d'intégrité territoriale. Ça, c'est le premier. Et puis, dans ce point ici, on dit engagement mutuel à la fin de combat direct et à ne plus soutenir le groupe armé sur le territoire congolais. Ça, c'est le premier point. Le second, le retrait progressif de l'armée rwandaise. Mais ce qui pose un problème ici, c'est que le retrait ne sera pas fait ici et maintenant. C'est là le problème. Ça, c'est un grand échec de la diplomatie congolaise. Ça, nous devons le dire parce que c'est important. Et dans les accords, on dit au maximum 3 mois. Et vous comprenez donc 3 mois, c'est 3 mois quand même, c'est beaucoup pour le retrait de troupes rwandaises. Nous savons que tous les troupes rwandaises sont dans le Kivu et nous savons qu'ils sont au maximum 10 000 hommes. Et donc, s'il y a une volonté politique, ces gens-là pouvaient retourner directement. Mais ici, c'est un fiasco. Moi, je dois le dire quand même, c'est un fiasco parce que le gouvernement congolais a émis le vœu, dans ces accords-là, parmi ces conditions, c'était le retrait immédiat exigé initialement par Kinshasa. C'était ça, mais ils ont échoué. Ça, c'est vraiment un échec. C'est ça. Et puis le troisième point, c'était le désarmement ou réintégration conditionnelle. Dans ce point-là, on dit les groupes non étatiques, dont le M23, qui est un groupe terroriste actif dans notre parti, doit être, mais ce qui est dommage ici, c'est parce que ce groupe sera réintégré dans les forces armées congolaises. On dit sera réintégré sous des conditions strictes. Maintenant, les conditions strictes ne sont pas clairement définies, mais ici, moi je pense que nous devons quand même dire aux Congolais, parce quand les Américains disent ça, les Congolais peut-être ne comprennent pas. Mais nous devons dire aux Congolais, ici on s'adresse aux gouvernants, que quand on parle de conditions strictes, c'est-à-dire que des militaires du M23, ils ont commis des crimes. Et donc ces crimes-là, et puis ce sont des crimes, on le sait, ce sont des crimes humanitaires, ce sont des crimes de génocide, ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc tous ces mondes-là, qui ont commis ces crimes-là, doivent être exclus. Moi, je pense que c'est important de dire, moi, je ne sais pas comment ils vont le faire. Ils n'ont pas d'experts. C'est là où nous, on avait proposé je ne sais pas si c'était dans votre espace Mutuana, qu'il fallait faire recours aux Congolais militaires dans la diaspora ici pour qu'ils contribuent dans la guerre au Congo. Et ici, il fallait que le gouvernement congolais adresse une demande au Parlement, aux différents parlements à travers le monde, pour qu'ils disponibilisent les Congolais pour un délai de 3 mois renouvelable. Les Congolais qui exercent dans l'armée, parce que nous avons des militaires, que ce soit en Scandinavie, en Belgique, ou dans plusieurs pays européens, ou même au Canada, aux États-Unis, qui ont la volonté de contribuer dans cette guerre-là. Mais malheureusement, il n'y avait pas eu une action politique au Congo pour que différents parlements pouvaient mettre en disponibilité nos compatriotes. C'est vrai, ce sont nos compatriotes, mais qui ont d'autres nationalités, mais qui pouvaient faire la guerre au Congo de façon légale et sous la facture du gouvernement congolais, parce que ça, mais ça n'a pas été respecté, et voilà pourquoi nous tombons dans ces accords ici. Et puis quand on parle des conditions, moi je pense qu'on sait, quand on souhaite faire l'armée, il y a quand même certaines conditions élémentaires. Le premier, c'est qu'on doit avoir un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire en d'autres termes, en droit, on n'a jamais été condamné. Ça, c'est un.
condamné, on n'a jamais été condamné, on n'a jamais fait la prison, on n'a jamais violé la loi. Ça, c'est la première condition. Seconde condition, on doit avoir des aptitudes physiques. Et la troisième condition, on doit avoir une bonne santé mentale. Ça, ce sont des conditions élémentaires pour accéder à l'armée. C'est ça. Et puis tout ça, ça se teste, ça se, comment on dit là, ça s'évalue, si vous souhaitez bien, ça s'examine pour que le recruté, maintenant, moi, je ne sais pas, est-ce que ces gens du M23 ont-ils est-ce qu'ils remplissent toutes ces conditions? Moi, je ne sais pas, mais ce sont quand même des conditions qui sont dans cet accord ici, parce qu'on parle du M23. Et moi, je pense que le gouvernement congolais doit exiger ces conditions, c'est important. Le point suivant, c'est le mécanisme sécuritaire en commun. C'est ce qu'on dit ici. On dit une structure bilatérale de coordination sécuritaire sera mise en place, inspirée des accords précédents, négociés à Luanda. C'est ce qu'on dit ici. Je pense que vous pouvez entrer, vous aurez tous les détails de l'accord de Luanda. Et puis le suivant, le retour des populations déplacées. Et puis accès humanitaire, c'est ce qu'on dit. Et puis on dit l'accord prévoit le retour facilité de réfugiés, de déplacés internes, ainsi que le meilleur accès à l'aide humanitaire. Bon, si on souhaite, par exemple, un tout petit peu commenter ce point ici, moi je pense que ici nous savons qu'il y a un grand problème de savoir qui est congolais et qui n'est pas congolais dans la région du Kivu. Quand je parle du Kivu, le nord et le sud Kivu, alors nous avons quand même un risque ici parce qu'on n'a pas de carte d'identité. De tout d'un coup de voir une implantation de population venue de Rwanda. Moi, je pense qu'ici, les Congolais quand même doivent ouvrir les yeux et il doit y avoir un contrôle sérieux sur ce point ici. Et puis, le point suivant, la coopération économique régionale. Bon, c'est dans ce point ici où les Américains, ils tirent leur épingle du jeu. Et parce qu'ici, on dit il faut absolument un second accord centré sur l'intégration économique régionale, attraction d'investissement. Ici, vraiment, ce sont les Américains qui sont ici. Et puis, on précise, c'est dans 3 secteurs. Le premier, c'est le secteur minier. Le second, c'est le secteur énergétique. Et puis, le troisième, c'est le secteur d'infrastructure qui est ici. Et puis ça sera entre le gouvernement congolais et la Maison Blanche. Et on donne pas tous les détails, mais c'est comme ça. Ça sera de cette façon-là. Bon, mais maintenant, s'agissant de minerais, ici, on parle de la mine de Rubaya. C'est ici. Et puis, on dit dimension économique. Les États-Unis visent à sécuriser l'accès aux minerais critiques. Cobalt, ils précisent, cobalt, cuivre, coltan. Et puis lithium, et puis le continu également, etc. Et puis c'est ça, et donc on précise dans des mines comme Rubaya, et puis il ne donne pas d'autres mines, mais il souligne quand même principalement la mine de Rubaya. Nous savons pourquoi. C'est parce que nous roulons quand même des voitures électriques. Nous savons que toutes nos voitures électriques, quand on parle de batteries, on sait que ça vient de la mine de Rubaya, parce que c'est environ 70% de la production mondiale, ça vient de l'Est du Congo et la mine de Rubaya, quand même, ça produit énormément pour ça. Mais ce qu'on parle ici, il y a quand même une certaine ambiguïté et il y a quand même le sceptisme dans ça parce que il y a beaucoup de groupes, le parti politique au Congo, on parle de la société civile dans des zones occupées, et puis on parle également de certaines ONG qui sont vraiment acceptées parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et puis deuxièmement, on parle également du Parlement congolais. Aucun parlementaire congolais n'est informé de tout ça. Et puis on trouve quand même que c'est pas sérieux. Pourquoi? C'est parce que le Sénat américain, composé de 100, au Sénat américain, il y a 100 représentants. Et puis après le Sénat, il y a le Congrès qui a plus de 400 représentants. Tous, ils sont informés sur les accords en République démocratique du Congo. Mais ce qui est dommage, au Congo, il n'y a personne, même la population, personne n'est informé. C'est là où il y a quand même des raisons de critique
Est-ce que c'est là où j'ai rejoint un tout petit peu mon frère ici, ne jamais trahir le Congo? Est-ce qu'il y a l'éthique et la transparence? Moi, je pense que nous devons quand même être sérieux. Le Congo, c'est pas une affaire de famille, c'est pas une affaire de certaines personnes. C'est un grand pays, un très très grand pays, le deuxième pays sur le continent africain, un pays très très riche, où on comprend qu'on peut avoir des Congolais qui n'ont pas de cerveau qui fonctionne, mais quand même, entre nous, quand même, moi je pense que c'est une honte que notre pays soit dirigé de cette façon ici, parce qu'on ne Papa respecte pas du Symphorien, cet accord, parlons-en. Vous pensez que l'accord qui a été signé ce soir peut ramener un développement, par exemple, dans le nord ou sud Kivu, pour ne pas parler de toute la République, selon vous, en termes de Mon frère, moi je développement, pense que vous parlez infrastructure, des accords. Mon frère Moutouana, est-ce que l'eau, je pense que vous m'entendez quand même par oui, ici? oui, je vous écoute. Mais moi, avant les accords, moi, je pense à la justice. Parce que moi, je pense que le Rwanda il a tué énormément de Congolais, mon frère. Et puis, il y a beaucoup de Congolais qui bavardent dans l'espace ici, qui n'ont rien à foutre avec ce qui se passe au Congo. Nous avons des traces ineffaçables de cette guerre-là sur nos peaux. Vous comprenez? Et donc, quand on parle des accords économiques, nous voyons autre chose, nous voyons, nous prenons la justice. C'est là où moi je pense que maintenant il faut sacrifier les innocents, il faut sacrifier nos femmes sexuellement violées dans le Kivu. C'est là où moi je pense également ces pays-là, je ne sais pas comment fonctionnent moi je pense que je ne sais pas comment fonctionne le cerveau des Congolais parce que nous manquons énormément d'empathie, aucune empathie et le sens même du nationalisme est ambigu dans ces pays-là parce que nous avons plus de 100 000 femmes qui ont été traitées. Il y a des preuves qui sont là. L'hôpital de Panzi par Denis Mukwege. Les preuves sont là. Nous savons qu'il y a 1 million de femmes qui ont été violées sexuellement et qui n'ont même pas de soins médicaux au Congo. Vous voyez? Et maintenant, on passe aux accords économiques. Vous voyez qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et puis pour répondre à votre question ici, frère, parce que nous devons quand même être sérieux, les Américains n'ont jamais développé un pays. Aucun pays. Aucun. À travers le monde, aucun pays. Aucun. Ils entrent dans un pays pour leurs propres intérêts économiques. Et puis, quand on fait une stratification d'intérêts, on voit en premier, ça sera les Américains qui vont gagner. Et puis après, il y aura après, ce sont les Rwandais. Et puis, enfin, ils vont nous laisser la poussière là-bas. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Ils n'ont jamais développé un pays. Parce que même si on se fonde sur l'histoire, dans d'autres pays, moi je donne comme la Scandinavie ici où je vis, et la Scandinavie pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays ici était bombardé. Moi, j'ai vu sur une île ici qui était bombardée, pas seulement ici, mais dans plusieurs. Mais les Scandinaves, ils avaient exigé aux Américains, avant l'extraction du pétrole, il y avait des conditions préalables. Ouais, la formation, il faut une formation du personnel. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient qualifiés dans le domaine pétrolier. Mais ils avaient imposé ces conditions. Mais aujourd'hui, ici où je vis, ce sont des meilleurs au monde dans l'extraction du pétrole, des gaz. On fournit toutes ces matières-là dans toute l'Union européenne, sous la mer, vous voyez, c'est pourquoi, c'est parce que les gens ont été formés ici. Mais dans les accords congolais, il n'y a rien, frère, il n'y a rien. Moi, je pensais, par exemple, qu'ils exigeront, par exemple, la formation de l'armée, parce que nous n'avons pas d'armée au Congo. Et puis, la formation de l'armée, ça ne coûte pas très cher. Dans 3, 6 mois, une année maximum, on a des vrais militaires. Mais tout ça, ça ne figure pas dans les accords. C'est là où moi, je pense que nous sommes les perdants dans ces accords. Et puis, je vous remercie.